Salut tout le monde, bienvenue sur ce premier webinaire de l'innovation 2022. Donc, toute l'équipe de Laval Mayenne Technopole se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 2022. Que 2022 soit riche de projets, d'apprentissage, de rencontres et plein de surprises. Laval Mayenne Technopole, nous sommes une association qui a pour vocation d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation. Donc, que ce soit des projets de création d'entreprises ou des entreprises existantes. Et on peut également accompagner les territoires qui souhaitent soutenir l'innovation. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte Duval. Je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez LMT. Et c'est moi qui vais intervenir sur le webinaire de ce matin intitulé « Le Lean Startup, une méthode d'innovation continue à la portée de toutes les entreprises ». Avant de commencer, je vous propose de faire connaissance. Pour cela, je vais vous demander d'utiliser le chat pour me dire voilà qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quel est votre secteur d'activité, pour que je puisse savoir qui j'ai en face de moi, pour que je puisse m'adapter. Donc, on a avec nous Timothée, le responsable du village Baïséa à Laval. Hélène, coordinatrice du tiers-lieu Lampère à Vienne-la-Juhel. Pierre-Olivier, gérant d'une entreprise dans le BTP sur Mayenne. Sylvie, facilitatrice en intelligence collective. Adrien, conducteur BTP sur Bordeaux. Bienvenue à ce webinaire. Éric Bouillet, donc DSI sur le secteur de Laval. Martine, du coup dirigeante du groupe ISOR en rénovation énergétique. Marc Moni, formateur. Daniel, qui est responsable BE pour ce distrait. Vincent, qui est CTO à la demande sur Laval. Ok, je vois que le panel est assez riche. On a à la fois des entreprises qui ont quelques années d'existence, des entreprises industrielles, des entreprises de services. On a aussi donc des créateurs, des jeunes entreprises. Super, très bien. Merci pour vos réponses. Deuxième petite question. Donc, on va parler Lean Startup ce matin. Si je vous dis Lean Startup, vous pensez à quoi? À quoi ça vous fait penser? Quelle définition vous donneriez à ce terme? Pareil, voilà, dans le chat, n'hésitez pas. Voilà. Quelles sont vos définitions? Ça vous fait penser? Alors, ça vous fait penser à une jeune entreprise, à un côté innovation, à l'agilité, efficience, ouais, apprentissage continu. On a quelques fondamentaux de cette méthode. Donc, lancement de produits ou d'activités, en effet. Ajuster ses moyens. Il y a donc des notions de management et d'expérimentation. Test and learn, façon d'entreprendre. Moi, je vois qu'on a le gros du sujet, donc c'est bien, vous avez les mots-clés. À l'inscription, je vous avais posé cette petite question également pour pouvoir sonder un peu qui j'aurais en face de moi ce matin. Donc, de manière générale, voilà, la majorité d'entre vous, quand même, n'est pas tout à fait sûre de savoir de quoi l'on parle quand on parle de Lean Startup. Un quart d'entre vous a déclaré savoir ce que c'était sans vraiment pratiquer cette méthode. 10% d'entre vous ont déclaré avoir déjà utilisé la méthode pour un ou plusieurs projets et 2% avoir utilisé cette méthode au quotidien. Enfin, dernière petite question d'introduction. Si je vous dis juste méthode Lean, on enlève le mot startup, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose de différent ou, voilà, si je vous dis juste méthode Lean ou Lean, à quoi ça vous fait penser? Alors, on me dit aucune idée. Alors voilà, le ratio entre résultats et moyens mis en œuvre, notion de simplification, d'efficacité, d'optimisation. On parle d'amélioration continue, de performance. Donc, une méthode d'industrie. Dans l'industrie, sans gras, ouais, c'est la notion allégée. Ok, super.
je vois que certains d'entre vous ont aussi les bons mots-clés pour parler de méthode Lean. Avant de commencer, quelques définitions. Alors, pas forcément, voilà, quelques définitions de méthodes similaires à celles du Lean Startup pour voir un peu d'où ça vient, d'où ça s'inspire. La toute première méthode que je voulais parler avec vous ce matin, c'est en effet la méthode d'amélioration continue, qui est une méthode qui est très utilisée dans l'industrie, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité. La méthode de l'amélioration continue, en fait, c'est l'idée de faire un effort continu pour améliorer les produits, les services ou les processus au sein d'une organisation. Et donc, ces efforts vont pouvoir viser à apporter des petites améliorations à intervalles réguliers. Ça, c'est ce qu'on appelle amélioration de façon incrémentale ou itérative, ou au contraire, à regrouper toutes les améliorations dans une implémentation globale. Et donc, l'amélioration continue, c'est, en fait, on va se concentrer sur l'efficience, la praticabilité et la flexibilité des différents processus qu'on met en place et en priorité les processus qui ont un impact direct sur le ou la cliente. Donc, on va pouvoir constamment les évaluer, les améliorer. Et donc, cette méthode peut s'appliquer à la plupart des systèmes de gestion, que ce soit la gestion de la qualité, la gestion de la production, le management des équipes, la gestion de projet, etc., etc. Donc, dans la même veine que l'amélioration continue, vous avez probablement déjà entendu parler de la méthode Kaizen. C'est une méthode qui est devenue célèbre dans les années 80 grâce au livre Kaizen, la clé de la compétitivité japonaise, écrit par Ima Imazaki. Et donc Kaizen, donc ça vient du japonais Kei pour changement et Zen pour bon. Donc un bon changement, c'est une amélioration. Et donc, ça prend son fondement notamment chez Toyota. Donc, ils ont étudié les façons de fonctionner de Toyota, donc une façon dérivée du taylorisme. Et donc, cette méthode, elle va reposer sur 3 concepts clés. Le premier, c'est le feedback, donc le retour du terrain, que ce soit le retour client ou le retour des salariés, des opérateurs et opératrices dans l'entreprise. Là, l'idée, c'est de reposer ce processus d'amélioration continue sur l'évaluation ou l'auto-évaluation des processus. Ensuite, le deuxième concept clé, ça va être celui de l'efficience. Vous l'avez sorti pour certains dans le chat. Le but de ce processus d'amélioration continue, ça va être d'identifier et de réduire ou d'éliminer tout ce qui va être non optimal dans les processus de fabrication, de conception, de communication, etc., etc. Et enfin, le dernier concept clé, c'est celui de l'évolution. Et là, c'est plutôt une évolution continue. On va chercher à faire des petits pas continuels, à améliorer petit à petit les choses, plutôt que de faire une grande modification, un grand pas de géant ponctuel. Les avantages de cette méthode, c'est d'abord, en fait, les améliorations, elles vont être basées sur des petits changements plutôt que sur des changements radicaux, ce qui fait qu'en fait, ça va demander moins de moyens, moins d'investissement pour les mettre en place petit à petit. Et ensuite, finalement, les idées, les pistes d'amélioration, elles viennent directement de vos talents, de votre main-d'œuvre, des gens qui sont présents dans l'entreprise. Donc, c'est des gens qui vont se sentir valorisés parce qu'ils vont pouvoir proposer des choses pour améliorer leur travail, améliorer leur efficacité. Mais aussi, du coup, ça va pouvoir renforcer tout ce qui est travail en équipe et, en effet, derrière l'efficience, l'optimisation des processus. Autre terme que vous avez dont vous avez pu entendre parler, c'est le terme du lean manufacturing, donc qui vient de l'anglais lean, qui veut dire maigre. Et l'idée, c'est de pouvoir dégraisser tous les processus. Ça va être des méthodes de gestion qui vont chercher à réduire ce qu'on appelle les gaspillages. Donc, on va chercher la performance en éliminant les sources de gaspillage. Donc, cette méthode, elle trouve également ses sources au Japon. Et c'est une méthode donc, qui est menée par la recherche de la performance, à la fois sur la productivité, mais aussi sur la qualité, les délais de production ou de livraison et les coûts affiliés. Et donc, dans cette méthode, il y a 8 grandes sources de gaspillage qui ont été identifiées. Donc, il y a les surproductions, la notion de stock excessif aussi. Donc, les stocks, ça coûte de l'argent. Tout ce qui va être défaut de fabrication, donc pour éviter de perdre du temps sur les ressources, sur les retouches, ou de perdre de l'argent à cause des rebuts de production.
Également sur les temps d'attente. Donc là, ça va être éviter les boulets d'étranglement pour rendre la production la plus fluide possible, les processus les plus fluides possibles. Ensuite, les transports inutiles. Donc, là, ça va être plutôt géographique dans l'atelier, dans l'usine, dans les bureaux. Éviter les transports de marchandises ou de matières inutiles, mais aussi les mouvements. Donc là, on va plutôt parler des mouvements des êtres humains, donc pour éviter des pertes de temps et limiter les mouvements et les déplacements inutiles des employés, donc ceux qui ne créent pas de valeur ajoutée. On va également faire la chasse au traitement superflu. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter le plus de valeur ajoutée possible à la clientèle. Et donc, ce qui ne crée pas de valeur est inutile. Donc, on va éviter tous les traitements, toutes les choses qui n'apportent pas de valeur aux clients. Et enfin, la dernière source de gaspillage, ce sera la sous-utilisation des compétences. Donc, le fait de ne pas utiliser pleinement les compétences et l'expérience des salariés peut être dommageable. Et donc, si on chasse cette source de gaspillage, on peut espérer plus de motivation des salariés qui, du coup, vont se sentir plus valorisés, qui vont pouvoir mettre en avant leurs différentes compétences. Donc, c'est de ces différentes méthodes, de ces différentes sources de gaspillage, différentes façons de faire, qu'on va pouvoir tirer les concepts de livraison juste à temps, de gestion à flux tendu, d'indicateurs de performance pour pouvoir mesurer ce qu'on a mis en place, etc. Donc, voilà pour les 3 méthodes dont l'état d'esprit est similaire que je voulais vous présenter. Je voulais également vous présenter un outil qui est utilisé dans ces différentes méthodes et que vous connaissez peut-être. Donc, c'est le PDCA, ou la roue de Deming. Donc, c'est une roue qui a 4 étapes. Donc, on voit un petit personnage qui va pousser cette roue avec comment dire, un objectif d'amélioration continue. Et cette roue, elle a 4 étapes. Donc, la première étape, ça va être l'action plane. Donc, on va planifier une action, une amélioration. Donc, on va dire, voilà, qu'est-ce que je vais mettre en place, comment je vais le mettre en place. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'étape do. Donc, on va faire cette amélioration, on va la mettre en place. L'étape 3, ça va être l'étape check. Donc, on va mesurer, on va évaluer les impacts de cette amélioration sur nos processus. Et puis, enfin, la quatrième étape, l'étape act. Donc là, on va agir, on va choisir les actions à mettre en place. Donc, est-ce que cette amélioration précise là, on la déploie ou est-ce qu'on l'arrête, est-ce qu'on la modifie? Et donc là, de nouveau, on va planifier, faire, vérifier, agir. Et donc, en fait, cette boucle PDCA, à chaque fois, on va pouvoir emmagasiner un apprentissage, des améliorations. Donc là, c'est la petite cale grise qui représente l'expérience, ce qu'on a déjà appris dans les précédents cycles. Et l'objectif, c'est que cette roue, elle monte vers l'amélioration continue et qu'elle ne redescende pas. Certaines ajoutent à ce PDCA une étape O, donc juste avant l'étape P, qui va être l'étape O pour observation, observe. Donc avant de planifier une amélioration, on va identifier les irritants, les points à améliorer, on va pouvoir les lister et puis petit à petit planifier pour chaque irritant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer. Donc du coup, c'est plus le PDCA, ce serait le OPDCA. Mais dans l'ensemble, la philosophie reste la même. Plus que des méthodes ou des outils, finalement, la méthodologie Lean, c'est surtout un état d'esprit, une façon de faire, plus que juste un outil ou un process. C'est un état d'esprit où on va chercher à remettre en question sans cesse les façons de faire pour être le plus performant possible, pour optimiser chaque étape, chaque action, chaque tâche qu'on va avoir à réaliser. Et donc, c'est aussi un état d'esprit où on va chercher à proposer le meilleur produit de la meilleure façon au meilleur moment à nos clients. Grosso modo, le Lean Startup, c'est pareil, c'est aussi un état d'esprit. Et donc, c'est un état d'esprit qu'on va appliquer au lancement d'un nouveau projet, d'un nouveau produit ou service. Et donc, cet état d'esprit, il repose sur trois fondamentaux. Le premier, c'est la confrontation rapide avec le client. On va chercher à apprendre le plus possible, le plus vite possible, et donc à avoir le retour de l'utilisateur ou utilisatrice finale le plus vite possible. Même si, comme sur l'illustration, on voit ce qu'on lui présente, c'est pas quelque chose de fini, c'est pas quelque chose qu'on pourrait qualifier de beau, mais voilà, c'est quelque chose de fonctionnel et tout de suite, on veut avoir le retour du client sur est-ce que ça t'intéresse.
Deuxième fondamental du Lean Startup, de l'état d'esprit Lean, c'est la gestion optimale des ressources. L'idée, c'est de faire avec le moins de besoins, le moins de ressources possible et d'en apprendre un maximum. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est pas le ROI en termes financiers, de je veux un retour sur investissement, chaque euro investi va m'apporter, va me faire gagner des euros. Là, l'idée, c'est que chaque euro investi doit me permettre d'en apprendre un maximum. Donc, plus j'apprends, plus mon euro aura été rentable. Donc, pour confronter nos idées avec le client, il est possible qu'on mette en place des expérimentations, des choses, que certaines nous coûtent un petit peu d'argent en termes de temps, en termes de moyens. Et donc, voilà, on peut chercher à regarder, bon, telle action, elle va me coûter tant, elle va me permettre d'apprendre tant. Et telle autre action, alors elle va me coûter un peu plus, mais elle va me permettre d'apprendre beaucoup plus. Donc, c'est plutôt l'idée, on va chercher vraiment à optimiser chaque euro investi, à gérer de manière optimale ses ressources pour en apprendre un maximum. Et donc, comme on est dans un objectif d'apprendre, pour évoluer dans la méthodologie Lean, il faut accepter d'évoluer dans l'incertitude. Donc, on part du principe qu'on ne sait rien. On va entrer en quête pour en apprendre plus. Et donc, il ne faut pas présupposer du résultat qu'on va obtenir. On va faire en sorte que chaque expérimentation nous permette de monter une marche de l'escalier, mais on ne devra pas supposer de ce qu'il y a derrière le groupe. Donc, le Lean Startup, c'est avant tout un état d'esprit, mais c'est aussi quand même une méthode et des outils qui vont nous aider à apporter de la valeur, à se poser la question de la différenciation que l'on apporte à notre client. Et on va se concentrer sur 3 aspects de la valeur à apporter. Tout d'abord, le problème ou le besoin. C'est pas la première fois que je vous le dis dans ce programme de webinaire. Le premier focus à faire, c'est sur vraiment le problème rencontré par votre cible clientèle. Comprendre pourquoi c'est un problème, pouvoir caractériser est-ce que c'est un problème fréquent, est-ce que c'est combien c'est un problème gênant, et est-ce qu'éventuellement, voilà, est-ce que mon client il a déjà mis en place des choses, fait des choses pour essayer de résoudre lui-même le problème, et donc quelle solution il a utilisé, est-ce que ça le satisfait, pourquoi. Voilà, pourquoi aujourd'hui votre client n'arrive pas à résoudre ce problème. Ça, c'est le premier focus. Ensuite, le deuxième focus, ça va être sur la création de valeur. Donc, une fois que vous avez votre problème, votre besoin identifié, quelle valeur, quelle proposition de valeur, quelle solution concrète on va pouvoir construire pour y répondre. Et enfin, le dernier focus, ça va être, voilà, une fois qu'on a identifié le besoin, qu'on a imaginé la machine pour créer de la valeur pour votre client, comment est-ce que nous, on va pouvoir capter cette valeur? Comment on va faire pour que notre modèle économique derrière soit viable. Donc voilà pour les 3 focus. Et puis dernier fondamental du Lean Startup. Le Lean Startup, comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas que pour les startups. C'est une approche qu'on va pouvoir utiliser pour tout démarrage d'activité économique. Alors certes, un démarrage d'activité économique, ça peut être une création d'une autre entreprise qui se veut être une start-up, donc en effet, mais ça peut être aussi une méthode qu'on va appliquer au lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service dans une entreprise qui a déjà une existence, qui a déjà des choses existantes. C'est vraiment une méthode qui peut être utilisée par tout type d'organisation. Je dis entreprise, mais voilà, une association, une collectivité peut aussi utiliser cette méthode et ces outils. Alors, pour les habitués de notre programme de matinée webinaire d'innovation, vous allez peut-être reconnaître l'entreprise que je vous propose de prendre en cas d'étude pour cette méthode. Donc, c'est l'entreprise Mon Beau Vélo. Et donc, pour vous présenter Mon Beau Vélo, je vais utiliser un outil qu'on a déjà traité dans un précédent webinaire, donc le business model Canvas. Mon Beau Vélo, c'est une entreprise qui conçoit, fabrique et commercialise des vélos de loisirs. Et ils ont 2 cibles clientèle principales. Donc, ce que j'ai appelé les vététistes du dimanche. Donc, c'est les vététistes qui vont faire des randos régulièrement de manière, dans un cadre individuel, qui font pas partie d'un club. Et la cible, les cyclistes qui font du vélo en club.
Comme canaux de distribution, cette entreprise Mon Beau Vélo, elle a un réseau de magasins de sport ou spécialisés dans le vélo qui va distribuer leurs produits et elle communique également sur sa marque sur les réseaux sociaux. En termes de relations clientèle, c'est une entreprise qui n'a pas de lien direct avec ses cibles finales, donc elle a des liens de proximité avec son réseau de magasins, mais elle a peu de liens avec ses cibles finales. En termes de revenus, l'entreprise se rémunère sur la vente des produits directement au réseau de distribution. Donc, c'est les réseaux de distribution qui payent, qui achètent finalement les produits et c'est comme ça que se rémunère l'entreprise. Côté infrastructure, donc il y a 3 activités clés dans l'entreprise. Donc, la conception et la fabrication des vélos. Il y a toute la gestion de la relation avec les réseaux de distribution et la partie réseaux sociaux, donc le community management, la gestion de la communauté en ligne. Et en termes de ressources clés, on note majoritairement, enfin principalement, l'atelier de production et puis le bureau d'études pour concevoir les vélos. L'entreprise peut également s'appuyer sur un partenariat clé, donc avec l'organisation professionnelle de la filière sport et loisirs. Donc, ça lui permet d'identifier les nouvelles tendances, les nouveaux besoins des clients, etc. Et en termes de structure de coûts pour fonctionner, voilà, on va dire c'est une structure de coûts assez classique d'une entreprise industrielle. Donc voilà, donc ça c'est l'entreprise Mon Beau Vélo, donc elle fonctionne comme ça et ils ont eu une idée de nouveaux services. Ils se sont dit pourquoi pas proposer un service d'aide à l'achat-revente de vélos d'occasion. Donc, ça permettrait à la fois de générer une nouvelle source de revenus, voilà, pourquoi pas des commissions sur les ventes ou des prestations de réparation, mais surtout, ce serait un outil qui permettrait de créer un lien avec les clients après l'achat du vélo. Donc là, on peut le voir, j'ai utilisé le business model Canvas pour vous présenter l'entreprise et puis pour positionner un peu cette idée de nouveau service. Mais c'est pas un outil qui est très adapté pour représenter une idée qui est en cours de construction. Pour ça, on va utiliser un outil qui ressemble beaucoup, mais qui est un petit peu différent. C'est un outil qui s'appelle le Lean Canvas. Donc, il y a également 9 cases sur ce Lean Canvas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter case après case en présentant notre idée de nouveau service. Donc, comme pour le business model Canvas, on commence à droite avec les segments de clientèle. Donc là, j'ai remis exactement les mêmes. Et à gauche, plutôt que les partenariats clés, on va identifier les problèmes. Finalement, quels sont les problèmes qu'on va chercher à adresser, quelles sont les épines dans le pied de nos clients. Donc là, moi, j'ai imaginé, Mon Beau Vélo a imaginé 3 problèmes. D'abord, la volonté d'acheter d'occasion, c'est plutôt plus un besoin qu'un problème. Un problème, c'est qu'il n'y ait pas de référence sur le marché de l'achat-revente de vélos d'occasion. Et cette peur que les clients auraient, une peur de l'arnaque, d'être arnaqué quand on achète un vélo d'occasion. Également, on peut compléter ces 2 cases avec la case problème avec les alternatives qui existent aujourd'hui. Comment les clients font aujourd'hui pour résoudre ces problèmes. Ici, l'entreprise a noté Le Bon Coin. Et puis voilà, un achat-revente au sein des clubs, au sein des réseaux des clubs. Et puis pour compléter la case segment de clientèle, là on va noter presque nominativement les personnes que l'on sait pouvoir contacter dès demain pour parler de notre idée. Donc là par exemple on a mis, c'est une marque Mon Beau Vélo qui a des clients très fidèles qui sont devenus des ambassadeurs de la marque. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur ces gens-là. Mais aussi, il se trouve que parmi les salariés de Mon Beau Vélo, il y a pas mal d'amateurs, de gens qui font du vélo en club. Et donc, on va pouvoir finalement s'appuyer sur le réseau personnel des salariés pour parler de notre idée, pour parler de notre projet. Ensuite, la case centrale, comme pour le BMC, c'est là où on va détailler la proposition de valeur. Donc, pour rappel, la proposition de valeur, c'est la promesse que l'on fait à nos cibles clientèles. Et comme pour le business model Canvas, on indiquera une proposition de valeur unique dans cette case. L'idée, c'est vraiment de se concentrer. Alors, on peut imaginer avoir un projet qui a plusieurs propositions de valeur, plusieurs aspects. Là, du coup, on pourra dessiner plusieurs lignes Canvas, un par proposition de valeur.
Donc ici, la promesse que l'on imagine avec notre service, ça va être de pouvoir faciliter et sécuriser l'achat-revente de vélos de la marque, des vélos de la marque entre particuliers. À gauche, donc pour le BMC, enfin pour le business model Canvas, on a activité clé, ressources clés. Là, on est un peu à un stade trop tôt pour en parler. Donc là, on va plutôt décrire concrètement quelles solutions, au singulier ou au pluriel, hein, on imagine pour pouvoir décliner cette proposition de valeur. Donc là, pour mon beau vélo, on imagine pouvoir proposer une plateforme digitale, comme un Le Bon Coin du vélo, on va dire. Et puis, on imagine pouvoir proposer un service de révision garantie des vélos qui passent par la plateforme, avec, pourquoi pas, des points de dépose ou retrait des vélos dans les magasins du réseau de distribution. Case suivante, donc on repart à droite dans le Lean Canvas. On va s'intéresser, comme pour le BMC, hein, aux canaux de distribution qu'on va pouvoir utiliser sur cette proposition de valeur. Donc là, on a imaginé pouvoir s'appuyer sur les magasins distributeurs de la marque. Également, pourquoi pas, apposer un QR code sur les vélos pour inviter les gens à le scanner quand ils ont envie de se débarrasser du vélo. Et puis, on imagine pouvoir créer des réseaux sociaux dédiés à ce nouveau service. Comme pour le business model Canvas, on s'intéresse aussi donc à la structure de coûts et aux sources de revenus que l'on peut imaginer à cette solution. Donc là, contrairement au business model Canvas où on va détailler tous les coûts, masse salariale, etc., là, on va plutôt se concentrer sur les coûts générés par cette idée en particulier. Donc là, on a toute la partie développement web et communication autour du projet. Mais du coup, on a aussi la mise en place d'un atelier de réparation qui n'est pas encore présent dans l'entreprise, donc que ce soit le personnel de réparation, mais aussi l'équipement à utiliser. Et on va avoir tout l'aspect logistique, puisqu'on imagine des points de dépose, retrait dans les magasins. Donc ça va être les vélos vers les ateliers de réparation et puis l'atelier de réparation vers les magasins. Donc, on va avoir une logistique à mettre en place. Et en termes de sources de revenus, là, mon beau vélo imagine pouvoir prélever une commission sur les ventes qui ont lieu sur la plateforme et puis facturer des prestations de services sur la révision et la garantie des vélos qui passent par la plateforme. Qui dit amélioration continue dit mesure de la performance pour pouvoir réagir très vite à ce qui se passe. On a une case qui s'appelle indicateur de performance. Donc là, on va pouvoir détailler les indicateurs que l'on imagine suivre pour pouvoir évaluer l'intérêt, le fonctionnement de la nouvelle offre. Donc là, on imagine suivre le nombre d'annonces déposées chaque semaine. On imagine aussi pouvoir quantifier le nombre de ventes réalisées, mais aussi le volume en euros de ces ventes réalisées. Et puis, suivre les réparations, donc là, pareil, en termes de nombre et de chiffre d'affaires généré par ces réparations pour pouvoir se dire, voilà, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Est-ce que c'est juste la vente ou est-ce que c'est les services qu'on propose derrière? Et enfin, dernière case de ce Lean Canvas, ça va être la case de l'avantage compétitif ou le unfair advantage en anglais. Donc là, c'est finalement quel avantage on pense avoir sur nos concurrents qui va nous permettre de prendre de l'avance, d'avoir de l'avance sur ce projet, sur cette proposition de valeur. Ici, par exemple, mon beau vélo, on note qu'ils ont déjà une relation forte avec les magasins de distribution. Ça pourrait être un moyen de pénétrer le marché plus rapidement. Et puis, une équipe salariée qui est composée de passionnés du vélo. Donc, un réseau déjà très fort de l'entreprise sur ce sujet-là. Donc, voilà comment on peut remplir ce Lean Canvas. Alors, là, j'ai fait l'effort de pouvoir remplir chaque case, mais souvent, quand on a une première idée, on n'est pas capable de tout remplir. On va savoir
le problème ou les segments de clientèle et la proposition de valeur, mais après, ça va être des suppositions, des hypothèses. Donc, il est possible que quand vous avez un nouveau projet, votre première version d'Unique Canvas, elle ait des trous, en fait, que toutes les cases soient pas remplies, et c'est pas grave, puisqu'on est dans une méthode où on va chercher à apprendre petit à petit. C'est pas grave si on n'est pas capable de remplir toutes, c'est même normal, hein, de peut-être pas capable de remplir toutes les cases dès le début. Donc là, c'est sur ce qu'on imagine, ce que mon beau vélo imagine sur la mise en place de ce nouveau service, donc pour faciliter l'achat-revente des vélos. Une fois qu'on l'a rempli, on va se demander, voilà, est-ce que dans ce Lean Canvas, finalement, quelles incertitudes je vais avoir à valider sur le terrain. Par exemple, la première incertitude que l'on pourrait noter, c'est est-ce que nos cibles clientèle actuelles sont intéressées, tout bêtement, par le marché de l'occasion? Et si elles sont intéressées par le marché de l'occasion, est-ce qu'elles le font aujourd'hui? Et si elles ne le font pas, pourquoi elles ne le font pas? Quelles sont les raisons? Est-ce que c'est parce qu'elles manquent de confiance, par exemple? Donc là, c'est une incertitude qu'on a sur le besoin, sur le problème de départ. Et donc, si on le reporte, cette incertitude sur le Lean Canvas qu'on a rempli tout à l'heure, on voit qu'il y a un impact donc, sur les cibles clientèle, parce que c'est bien les mêmes cibles clientèle. Et puis sur le problème, donc on est est-ce que effectivement les gens veulent acheter l'occasion, et est-ce que oui ou non ils ont peur de l'arnaque, ou est-ce qu'ils manquent de confiance en les solutions existantes. Mais on pourrait avoir d'autres incertitudes, par exemple une incertitude sur le modèle économique. Donc, est-ce que ce service de révision garantie que j'imagine des vélos d'occasion rassurerait nos cibles clientèle, et surtout, est-ce qu'elles seraient prêtes à payer pour ça? Donc là, on est vraiment sur une incertitude sur le modèle économique, mais aussi on peut imaginer des incertitudes sur la solution en elle-même à proposer. Là, par exemple, est-ce que les magasins qui distribuent notre marque sont intéressés par proposer ce service complémentaire, et donc est-ce qu'ils sont vraiment notre avantage concurrentiel? Donc voilà, j'ai reporté les différentes incertitudes sur le Lean Canvas pour que vous puissiez voir un peu où ça se situe. Et donc, une fois qu'on a identifié toutes ces incertitudes, moi je me suis arrêtée à 3, hein, mais il doit y en avoir encore beaucoup à identifier dans ce Canvas. Mais une fois qu'on a identifié toutes les incertitudes que l'on a, on va pouvoir partir incertitude par incertitude pour les lever. Et donc, du coup, chercher à apprendre sur ce sujet. Par exemple, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre notre première incertitude? Donc, pour rappel, c'était est-ce que nos cibles clientèles sont intéressées par le marché de l'occasion, et est-ce qu'elles aujourd'hui elles ne le font pas parce qu'elles manquent de confiance en les solutions existantes? Je vous propose d'essayer de répondre à cette question dans le chat. Voilà. À votre avis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que mon beau vélo peut faire pour résoudre cette première incertitude sur son idée? Est-ce que vous avez des idées à me proposer dans le chat? Alors, on nous propose une enquête emailing. Voilà, donc poser des questions par mail. Voilà, on a enquête client, donc ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une enquête par mail, ça peut être des entretiens aussi, un questionnaire. Est-ce que vous voyez d'autres choses que l'on peut faire? D'autres types d'actions, d'expérimentations, de tests? Un focus group, donc voilà, convoquer un groupe de personnes et échanger avec. Ok. Ça ressemble un petit peu, hein, en préparant ce webinaire, là, moi je vous proposais du coup une première expérimentation. Donc c'était, moi sur la notion d'enquête, mais c'est une enquête un peu différente. Ce que je propose, c'est de participer concrètement à des randos VTT pour aller discuter avec les cyclistes que l'on croise, et puis voilà, sur le ton de la discussion, savoir où est-ce qu'ils ont acheté leur vélo, est-ce que c'était de l'occasion, est-ce que ça s'est bien passé, etc. Puis on pourra se fixer un objectif de 4-5 personnes rencontrées par rando. Donc en termes de temps passé, ça va nous demander 3-4 dimanches matin pour aller rencontrer les VTTistes. En termes de budget, c'est principalement les frais d'inscription à ces randos. Donc voilà, sur 3-4 dimanches, on peut avoir une trentaine d'euros de frais d'inscription. Et puis, avant d'aller faire l'expérimentation, on va dire voilà, quel type d'apprentissage je pense faire, qu'est-ce que je souhaite apprendre sur ma solution.
Donc là, moi, j'imagine, j'émets l'hypothèse que 50% des gens, qu'ils appartiennent à un club ou pas, achètent leur vélo d'occasion. Voilà, c'est une hypothèse que je fais. Et cette expérimentation, l'idée, c'est aussi d'apprendre où sont les lieux d'achat actuels des vélos d'occasion. Et puis, j'ai mis l'hypothèse que parmi tous les gens qui achètent d'occasion, finalement, j'imagine que les trois quarts, voilà, moi je pose l'hypothèse que les trois quarts ont eu des soucis ou des doutes pendant le processus d'achat. L'avantage de cette expérimentation, c'est qu'en fait, on va être en situation réelle. Parce que, voilà, on imagine que c'est des salariés qui ont l'habitude d'aller faire des randonnées VTT qui vont le faire avec cette petite tâche en plus de discussion, de questionnement. Donc, on est vraiment sur une situation qui est pas, ça va pas être bizarre parce que les gens ont l'habitude de le faire. Donc, ça va être juste un prolongement de leurs habitudes. Et on va pouvoir collecter ce qu'on appelle les verbatims. Donc, voilà, c'est vraiment les mots qui sont utilisés par les gens. Comme il n'y a pas de biais, de genre je suis enquêtée, je vais vraiment utiliser les mots que j'utilise d'habitude, donc on va vraiment savoir ce que les gens pensent et ce qu'ils ont vécu. Alors après, voilà, il y a quand même quelques petits points négatifs, c'est qu'on c'est sur des temps de week-end, donc il faut trouver des salariés qui sont volontaires pour le faire. Et puis, on va quand même pouvoir rencontrer peu de gens sur les randos, donc ça va être un apprentissage qualitatif, mais on va pas pouvoir rencontrer beaucoup de monde. Voilà pour une première expérimentation qu'on peut dessiner pour lever cette première incertitude. J'en ai dessiné également deux pour vous donner d'autres exemples. Alors, ma deuxième expérimentation, l'idée, ce serait pourquoi pas d'aller acheter 2-3 vélos sur le bon coin. Donc, on se fait passer pour un acheteur ou une acheteuse et puis on va en profiter pour discuter avec les vendeurs, les vendeuses, voilà, comprendre c'est quoi, voilà, est-ce qu'ils ont beaucoup de fausses sollicitations, est-ce qu'ils ont peur de l'arnaque, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'ils ont l'habitude de vendre des vélos sur le bon coin, etc. Et puis une fois qu'on a appris toute la partie point de vue des vendeurs et des vendeuses, on va pouvoir revendre les vélos qu'on a achetés et cette fois en profiter pour discuter avec les acheteurs et les acheteuses. Donc là, sur le temps, ça va demander plusieurs semaines, parce que voilà, entre le temps où on va contacter les vendeurs, acheter les vélos, faire les rendez-vous, puis après, derrière, revendre les vélos, tout ça, ça ne demande pas forcément beaucoup de temps, mais ça va être étalé sur plusieurs semaines. Et puis, en termes de budget, voilà, il va falloir compter entre 200 et 600 euros à avancer par vélo acheté. Sur la partie apprentissage souhaité, on va vouloir identifier tous les irritants rencontrés par les deux côtés de l'achat d'occasion. Et puis, on va pouvoir caractériser qui vend, qui achète des vélos sur Internet. Le point positif, c'est qu'on va soi-même vivre l'expérience des deux côtés. Donc, on va vraiment pouvoir être complètement empathique avec nos clients parce qu'on va avoir vécu l'expérience des deux côtés. Le petit point négatif, c'est qu'il y a un montant à avancer et que on va, c'est un peu comme tout à l'heure sur l'expérimentation 1, on va pas échanger avec beaucoup de monde. Ça va être un panel assez restreint. Mais là, je crois vraiment le gros point positif, c'est vraiment sur le fait qu'on va vraiment vivre soi-même l'expérience. Et puis, troisième expérimentation qu'on peut imaginer, là, tout à l'heure, vous parliez de focus group ou d'entretien client dans le chat. On peut imaginer organiser des interviews, que ce soit en collectif ou en individuel, mais directement avant et après les entraînements de club des membres de l'équipe salariée de l'entreprise. Donc, là, on va pouvoir y aller plus facilement. Pour alors discuter avec les gens sur qui a acheté son vélo neuf ou d'occasion, comment ça s'est passé, les expériences, est-ce qu'ils ont déjà eu des doutes, etc. Donc en termes de temps, on peut imaginer que ça nous demande une dizaine de rendez-vous de 1 ou 2 heures étalés sur plusieurs semaines, et puis un petit budget plutôt collation pour remercier les gens qui nous donnent un petit peu de temps là-dessus. En termes d'apprentissage souhaité, grosso modo, c'est les mêmes que l'expérimentation 1, mais là, du coup, on va rencontrer que des gens qui sont membres de clubs. Sur les points positifs, là, le premier, c'est que ça va être un contact très facile. Parce qu'en fait, finalement, il suffit de demander aux salariés de l'entreprise de demander aux gens qui côtoient au moins une fois par semaine. Et on va pouvoir rencontrer plus de monde là, que les autres expérimentations qu'on a imaginées. Parce qu'à chaque fois, on imagine pouvoir rencontrer 6, 7, 8 personnes en même temps.
Par contre, les points négatifs, d'abord, c'est une cible que des gens qui font partie de clubs, donc on ne va pas toucher les autres. Et on peut imaginer des biais affectifs possibles, comme du coup, c'est des gens qu'on connaît, ils ont moins, il y a moins le côté cash où on va vraiment parler, dire les vraies choses, on va vouloir faire plaisir, donc il est possible qu'on ait ce qu'on appelle les biais affectifs. Donc voilà pour les exemples d'expérimentation qu'on peut imaginer pour lever notre première incertitude. Et donc, on va pouvoir choisir d'en construire une première. Donc là, voilà, moi, je décide de construire celle où on va participer à des randos VTT. Donc, en effet, je vais trouver des salariés qui sont volontaires pour le faire. Je vais les briefer sur comment on fait. Et puis, on va construire, on va mener l'expérience. Et donc, une fois pendant qu'on mène l'expérience, on va pouvoir mesurer les apprentissages. Donc là, je vous ai mis en exemple un petit tableau compte rendu de la première rando qui a été faite. On va avoir le prénom des gens qu'on a rencontrés, est-ce qu'ils sont membres de club ou pas, est-ce qu'ils ont acheté leur vélo d'occasion ou pas, où est-ce qu'ils l'ont acheté et est-ce qu'ils ont déjà rencontré des soucis. Et puis la case la plus importante, on va noter les mots qu'ils nous ont dit, les phrases qu'ils nous ont dit pour pouvoir avoir une trace de ce qu'on a appris. Donc là, c'est un compte rendu après une rando. Et puis une fois qu'on en aura fait 4-5 comme prévu, on va pouvoir faire un peu des stats. Donc là, dans les faits, on a rencontré, parmi les gens qu'on a rencontrés, il y en a 65% qui ont effectivement acheté leur vélo d'occasion. Donc c'est un petit peu plus que ce qu'on avait posé en hypothèse, hein. On avait posé 50%. Et voilà, on n'a pas vu de différence entre les personnes qui appartiennent à un club ou pas. Et on a identifié que le lieu d'achat, c'est majoritairement le Bon-Coin. Mais après, si on regarde les personnes qui appartiennent qu'à un club, c'est majoritairement au sein du club ou via une relation, une connaissance. Et donc, parmi les personnes qui ont acheté d'occasion, on a identifié seulement 50% qui ont déjà eu des soucis ou des doutes. Je vous rappelle que l'hypothèse qu'on avait posée, c'était 75, donc c'est un petit peu en deçà. Mais le chiffre montre à 80% pour les personnes hors club. Et les problèmes qui sont majoritairement rencontrés, c'est des doutes sur l'état du vélo, même après l'avoir vu physiquement, et puis des soucis techniques qui peuvent survenir après la vente. Donc là, on a mesuré, on va pouvoir apprendre, et donc apprendre, ça va être placer les différents apprentissages dans le Lean Canvas. Donc on a validé la volonté d'acheter d'occasion. On a validé le fait que les gens aujourd'hui ils utilisent le Bon-Coin ou les réseaux au sein des clubs. Donc on a aussi validé au niveau de la solution que la plateforme digitale peut être un bout de la solution. Et par contre au niveau des segments de clientèle, alors c'est pas que les cyclistes qui font du vélo en club ne font pas partie de nos clients, mais c'est pas nos clients prioritaires parce que c'est pas eux qui ont le plus de problèmes. Donc la cible sur lesquelles on va se concentrer, on peut dire voilà, ça va être les VTTistes du dimanche, donc les gens qui font des randos mais qui ne participent pas, enfin qui ne sont pas abonnés à un club. On a fait notre première expérimentation, on a appris des premières choses, et on va pouvoir choisir d'aller un petit peu plus loin et construire une deuxième expérimentation. Donc par exemple, on a vu que les gens allaient beaucoup sur le Bon-Coin, donc on va chercher à aller creuser ce sujet-là. Donc dans les faits, je vais effectivement aller acheter mes 2-3 vélos, échanger, les revendre, de nouveau discuter et puis mesurer mes apprentissages. Bon là je vous ai pas fait le compte rendu, mais en gros on aurait la liste des irritants qu'on a identifiés et puis la typologie des gens avec qui on a pu échanger. Et ensuite on va reporter nos apprentissages dans le Lean Canvas. Donc par exemple, alors on avait parlé de peur de l'arnaque, on va plutôt reformuler en manque de garantie sur les vélos qu'on achète. Et donc, ça va nous valider plus ou moins qu'un service de révision garantie pourrait être intéressant pour nos clients. Et donc ça, ce processus-là, construire, mesurer et apprendre, c'est quelque chose qu'on va finalement, ça va être un processus qu'on va dupliquer tout pendant notre phase d'apprentissage. Donc, c'est ce qu'on appelle la boucle d'expérimentation. On construit une expérimentation, on mesure le résultat et on apprend. Donc, on formalise ce qu'on a appris grâce à cette expérimentation. Et donc, ces boucles d'expérimentation, on va pouvoir l'utiliser à 3 niveaux. Donc, sur la partie besoins, donc mieux connaître les besoins de notre clientèle.
le niveau solution, donc tester l'attrait du concept en fait que j'imagine, et puis sur l'aspect modèle économique, donc sur la partie tester la valeur. Alors là, ils sont dans un ordre, mes 3 focus, mais c'est pas un processus. C'est pas d'abord je fais le besoin, après je fais la solution et après je fais le modèle économique. En fonction de comment on avance sur les apprentissages, on va pouvoir tester ces trois aspects au fur et à mesure. Donc dans les exemples moi que je vous ai montrés, je me suis concentrée sur les besoins, mais je voulais quand même vous montrer quelques exemples pour tester les autres focus. Par exemple, pour la partie tester la solution. Donc, je vous rappelle que la solution, c'est d'avoir une plateforme en ligne où on peut vendre et acheter des vélos d'occasion et sur lequel on puisse avoir accès à un service de révision garantie du vélo. Pour tester l'appétence du grand public sur ce sujet, on peut imaginer créer une landing page. Une landing page, c'est une page internet où ça va seulement présenter. C'est un peu une brochure en ligne de ce que vous voulez faire. Donc, on va pouvoir présenter les problématiques que l'on veut adresser, le concept de la solution, les étapes du processus, etc. Et le plus important, sur cette landing page, on va mettre ce qu'on appelle un call to action. Donc, on va inviter les gens à faire quelque chose et c'est en quantifiant le nombre de fois où cette action a été faite qu'on va apprendre des choses. Donc là, par exemple, on peut imaginer inviter les gens à laisser leur email pour être informés du lancement du service. Et en laissant leur email, on va aussi leur demander vous faites du vélo depuis combien de temps? Est-ce que vous le faites en club? Est-ce que vous avez déjà acheté d'occasion, etc. Donc, pour caractériser un petit peu le type de personne qui est intéressée par le service. Donc, en termes de moyens, il va falloir créer cette page Internet. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de le faire très facilement aujourd'hui. On peut aussi imaginer faire appel à un peu de publicité sur Internet pour faire arriver les gens sur cette page. Donc, en termes de temps, c'est quelques heures et en termes de budget, c'est quelques centaines d'euros. Donc, ça reste assez modeste. Et donc, les apprentissages qu'on va pouvoir chercher à avoir, ça va être les statistiques des campagnes de pub qu'on fait, le nombre de gens qui les ont vues, le nombre de clics, le taux d'engagement, qu'est-ce que ça génère. On va également pouvoir étudier les statistiques de la landing page, donc le nombre de visites, combien de temps les gens y restent sur la page, est-ce qu'ils cliquent sur tel ou tel bouton. On va pouvoir aussi quantifier le pourcentage de visites qui ont amené à une préinscription. Et puis, on va pouvoir caractériser les personnes qui sont intéressées. Donc là, c'est un test qui peut aider à en apprendre un peu plus sur la solution qu'on imagine. Autre exemple que je voulais vous présenter, parce que là, on va à la fois pouvoir tester et la solution et le modèle économique. Donc là, on peut imaginer organiser avec un magasin partenaire une journée, faites vérifier gratuitement votre vélo avant de le vendre. Donc, on pourra faire une communication via un mailing aux clients qui ont acheté un vélo il y a 1 an ou plus pour les inviter à s'inscrire à cette journée de révision. Et puis, aux personnes qui n'ont pas répondu, faire une relance. Vous n'êtes pas intéressé, dites-nous pourquoi. Et puis, pendant l'atelier, le jour J, ça va être, en effet, on va réviser leur vélo, mais en même temps, c'est discuter avec eux pour comprendre pourquoi ils sont venus aujourd'hui, est-ce qu'ils ont déjà eu des soucis avec l'occasion, etc. Et puis, on peut imaginer laisser un pot à pourboire pour voir si les gens, déjà, est-ce que les gens laissent quelque chose et combien ils laissent, est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ce genre de service. Donc là, ça va être une expérimentation qui va demander un petit peu plus de moyens. Voilà, il va falloir avoir un ou une mécanicienne en magasin, trouver un magasin volontaire. Donc, on peut imaginer campagne mail, Facebook Ads pour parler de ces tests. Et puis, on peut imaginer un petit budget aussi sur la PLV en magasin pour faire quelque chose qui ressemble, qui soit professionnel, qui n'ait pas l'impression d'être du bricolage pour donner une impression de sérieux. Donc, c'est quelque chose qui va demander un petit peu plus de temps et un petit peu plus de budget que les précédentes choses que je vous ai présentées. Et donc là, sur la partie apprentissage souhaité, on va pouvoir quantifier finalement le nombre de magasins contactés avant d'avoir le premier accord. Donc, ça va pouvoir juger de l'effort commercial qu'on va avoir à faire pour démarcher les magasins. On va pouvoir aussi finalement analyser le pourcentage de personnes qui cliquent sur le lien d'inscription dans le mail, le pourcentage de gens qui s'inscrivent effectivement et le pourcentage de gens qui viennent vraiment. On va pouvoir caractériser quel est l'usager, c'est les gens à partir de quand ils veulent vendre leur vélo. Parce que voilà, c'est pareil, comme il y a des petites questions qu'on peut poser, donc ça va pouvoir caractériser qui est là.
Si on fait la relance, vous n'êtes pas intéressé, dites-nous pourquoi. On va savoir pourquoi les gens ne sont pas intéressés. Et puis, on va pouvoir aussi regarder le pourcentage de personnes qui laissent un pourboire et à quelle hauteur ils laissent le pourboire. Donc, on va pouvoir, en tout cas, commencer à travailler sur le modèle économique. On récapitule rapidement tout ce qu'on vient de se dire. Donc, le Lean Startup, c'est avant tout un état d'esprit. Donc, un état d'esprit où on va chercher à se confronter rapidement avec le ou la cliente, où on va chercher à optimiser ses ressources dans l'objectif d'en apprendre le plus possible. Et c'est un état d'esprit où on va accepter d'évoluer dans l'incertitude. C'est également une méthode et des outils pour apporter de la valeur, pour se poser la question de la valeur que l'on apporte et la question de comment je me différencie de ce qui existe. Et le Lean Startup, ce n'est pas que pour les startups, c'est pour toute entreprise ou organisation qui veut lancer une nouvelle activité commerciale, un nouveau produit, un nouveau service. Et le Lean Startup se concentre sur trois aspects de la proposition de valeur: le problème ou le besoin qu'on adresse, la création de valeur, donc la solution, quelle solution on met en place, et puis sur captation de la valeur, donc quel modèle économique on peut mettre en place. Et donc, sur la partie outils, c'est la combinaison du Lean Canvas avec la boucle d'expérimentation. C'est ce qu'on appelle communément le Lean Startup. Pour aller plus loin, quelques livres qui peuvent être intéressants si vous voulez vous y intéresser un petit peu plus. Donc, il y a d'abord le The Lean Startup par Eric Ries, qui est un peu le livre qui a théorisé l'état d'esprit Lean Startup. Donc là, c'est plutôt sur l'état d'esprit, le mood dans lequel il faut se mettre pour faire du Lean Startup. On a également le livre La méthode Running Lean d'Ash Maurya, qui a été préfacé par Eric Ries. Donc là, c'est un petit peu plus sur la méthodologie. Donc là, on va étudier la méthode à mettre en place pour faire du Lean Startup. Et puis, un livre un peu plus opérationnel. Donc, c'est un livre que Strategizer a sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Donc, ça reprend, l'introduction reprend la méthode Lean, c'est quoi le concept de l'expérimentation, comment est-ce qu'on avance sur une expérimentation. Mais surtout, ce que je trouve intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il y a une liste de plein d'expériences différentes qu'on va pouvoir dérouler à tel ou tel moment. Donc, quand on manque d'inspiration sur les choses à mettre en place pour tester nos hypothèses, ça peut être très intéressant. Et puis, bien sûr, pour aller plus loin, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec les membres de l'équipe. On vous en parlera avec plaisir. Rapidement, je voulais vous parler de notre prochaine date, donc de nos programmes des matinées et webinaires de l'innovation. Donc, pour rappel, les matinées webinaires de l'innovation, c'est chaque 2e mardi du mois, on vous propose un événement. Et donc, notre prochaine date, ce sera le 8 février. Et là, on vous propose de nous retrouver en présentiel dans nos locaux à la Maison de la Technopole. Et on parlera de CIR, C2I, des outils financiers pour structurer sa démarche d'innovation. Très bien. Mais s'il n'y a pas de questions, pas de remarques, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. C'était un plaisir de vous retrouver en ce début d'année. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et on se retrouve du coup le mois prochain pour la prochaine matinée de l'innovation. Bonne journée.